Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien ce matin. Nous allons essayer de comprendre pourquoi le fait de poser des actes symboliques, des rituels en apparence anodins, nous permettrait d'améliorer notre relation avec notre entourage, mais aussi balayer nos peurs, nos doutes, nos blocages. Et pour nous guider, nous accueillons sur le plateau l'autrice du best-seller « Se libérer du destin familial », Elisabeth Horowitz. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Bonjour Karine, bonjour à tous. On est enchantés de vous recevoir. François nous a dit en coulisses tout à l'heure, j'adore ce que dégage Hélène. Elisabeth, pardon. Oui, mais j'ai aussi parlé d'Hélène, en fait. Ah bah c'est mon troisième prénom, donc tout va bien. Ça, vous savez, je suis intuitive, c'est pour ça. Il nous libère de nos croyances chaque semaine. Bien sûr, c'est François Pomès, notre journaliste scientifique. Bonjour. Vous allez bien, François, cette semaine? Très bien. Je vous trouve beau en ce moment. Oh, Vous êtes heureux, hein? Très. C'est ça. C'est gentil. C'est quoi? Ah, je sais, vous avez acheté une maison. Ah oui, je vous dis tout, on se dit tout ici. Ah, vraiment, toute ma vie. Voilà. Et en seconde partie, comme si vous ne racontiez pas la mienne. Et je vais la raconter, tiens. Ah non, pas trop. Hein. Et en seconde partie de l'émission, notre fleur ylang-ylang, notre chroniqueur, naturothérapeute, Stéphane Gelin nous rejoindra avec les bons remèdes pour nous donner une nouvelle jeunesse. Et vous savez de quoi on va parler aujourd'hui? Oui, mais vous attendez une réponse particulière de moi, là. Arrêtez, depuis tout à l'heure, vous faites des jeux de mots sur sa chronique. Ah, la pomme. Ah oui. Bon, vous n'avez pas de répartie, c'est pas bien grave. On passe donc à Elisabeth Horowitz. Alors, vous êtes psychogénéalogiste. Je vais y arriver. Hein. Vous avez écrit une quinzaine de livres sur ce sujet, dont ce best-seller dont je viens de parler, Se libérer du destin familial chez Guy Trédaniel. Pour ceux qui ne connaissent pas votre travail, en quoi consiste-t-il? Qu'est-ce que c'est qu'un psychogénéalogiste? Je dis bien oui. ou pas que je le mange? Oui, c'est ça. Je suis en train de le manger. Un petit peu. Faites-le avec le doigt dans la bouche. Ça peut aider. Allez-y. C'est un thérapeute donc, qui s'intéresse à l'histoire familiale. Donc on va remonter au moins jusqu'aux grands-parents, maternels, paternels, l'histoire de nos parents, de nos oncles et tantes, de notre cousinage. Et on va essayer de retracer leur trajectoire sociale, socio-professionnelle. Donc les métiers qu'ils ont exercés, l'argent qu'ils ont gagné, leur statut social, mais également leurs histoires d'amour, dans quelles circonstances ils se sont rencontrés. Voilà, donc c'est un petit peu une reconstitution historique, chronologique aussi de l'histoire familiale. Alors, bon, bien sûr, on n'en sait pas tout parce qu'il y a beaucoup de non-dits et de secrets de famille. Hein, dans la plupart des familles, on parle très peu. On va parler de choses un petit peu banales, de la météo, un peu de politique et des sujets qui émotionnellement, on va dire, ne dérange personne. Mais c'est vrai qu'en deçà de cette histoire familiale, il y a souvent des traumatismes, il y a souvent des épreuves, il y a souvent des frustrations et puis des événements qui ont été cachés. Voilà. Finalement, c'est un arbre psycho-émotionnel, généalogique. Alors, finalement, quel est le but? À partir du moment où, ok, maintenant je sais que mon père, ma mère, etc. ont eu des traumas, des chocs émotionnels, c'est un peu tout ça, ce que vous dites. Ça. Finalement, comment vous travaillez en tant que psychogénéalogiste sur la personne qui vient vous voir? Alors la personne, effectivement, elle hérite de cette histoire. D'abord, elle a une place dans la famille. Elle peut être enfant unique, elle peut être l'aîné, elle peut être le deuxième enfant, elle peut être la cadette. Elle peut être aussi née après un enfant décédé. Et puis tout dépend de la période dans laquelle on arrive aussi dans le cycle familial, l'âge que nos parents avaient, leur situation socio-économique. Dans quelle situation? Est-ce qu'ils s'aimaient? Est-ce que c'est un petit peu l'enfant pour ressouder le couple, vous voyez. Donc, on a tous des histoires particulières et justement, on peut s'en rendre compte lorsqu'on pense à la famille de nos amis et de nos relations. On comprend tout de suite en quoi la famille de nos amis et de nos relations sont différentes de nous, en fait, puisque c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout la même façon d'aimer, c'est pas du tout les mêmes événements, c'est pas la même géographie, donc chaque famille est vraiment unique et notre travail, c'est de... Oui, c'est ça. Quel est votre travail, finalement? C'est de reconstituer l'histoire. Juste. Et ensuite, qu'elle en prenne conscience. Alors, vous arrêtez là, ça remonte à la conscience, finalement. Alors, ça remonte à la conscience. Effectivement, c'est une prise de conscience parce que plus on a de connaissances, plus on a d'informations, en fait, plus le niveau de conscience augmente. Bien sûr. C'est logique. Et donc, on va... Alors, je demande toujours de faire une petite enquête aussi généalogique parce que je constate qu'on en sait très peu. En général, on connaît mieux une branche qu'une autre. Souvent la branche maternelle et peut-être moins la branche paternelle. Donc je demande de faire une petite enquête, d'aller rencontrer les personnes seule à seule, en amenant un petit cadeau à chaque fois. De refaire l'histoire finalement émotionnelle
Et physique peut-être aussi d'ailleurs. Physique, parce qu'il y a aussi des troubles de santé. Il y a des troubles de santé, que Bien ce soit sûr, d'ailleurs physique ou bien sûr. émotionnel. Il y a une vie corporelle aussi dont on hérite. Effectivement, on peut avoir des mêmes symptômes au même âge. Ça, c'est la chronogénéalogie, parce que les âges, il y a des âges marqueurs. Donc, vous voyez, on reconstitue tout ça pour voir de quoi on hérite déjà, parce que bon, souvent on ne le sait pas. Et puis, en faisant cette enquête familiale, il y a aussi pas mal de non-dits. Il y a des secrets, quelquefois, sur la filiation, et des secrets sur la vie sentimentale, des relations extra-conjugales. Des fois, on découvre qu'on n'est pas l'enfant du père qui nous a éduqués. Ça peut arriver. Et quels sont les... Alors, vous avez des bons résultats, c'est-à-dire que lorsque ça remonte à la conscience et qu'on voit finalement d'où vient... Parce que là, vous parlez finalement de transgénérationnel, hein, c'est ça, hein, oui, c'est du transgénérationnel. Transgénérationnel. Oui. Il y a vraiment des résultats, des bienfaits qui découlent de cette thérapie? Oui, absolument. Déjà, connaître son histoire, c'est fondamental. Hein, pour tout le monde d'ailleurs, c'est pas un luxe. Je dirais que comme on va à l'école, on apprend des matières comme la géographie, l'histoire, mais apprendre l'histoire de sa famille dans le détail, c'est justement peut-être empêcher certaines répétitions aussi. Ou de découvrir peut-être à la marge justement des informations qu'on aurait dû connaître dès le départ pour ne pas être en situation d'échec. Alors l'action qui libère, c'est votre tout nouveau livre qui fait suite à votre best-seller, c'est Se libérer du destin familial, où là finalement c'est que du pratique. C'est-à-dire que du pratique. On comprend comment se libérer psychologiquement de génération en génération, de ce qu'on apporte dans cette vie-ci, et ensuite comment l'acter par justement par des actes symboliques, par des rituels. Et alors vous vous êtes inspiré d'une thérapie brève issue d'une école américaine, celle de Palo Alto. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas finalement ce courant de pensée, quel est-il ? Alors, je dois d'abord un petit peu replacer les choses dans leur contexte. Effectivement, les personnes qui ont lu mes ouvrages sur la psychogénéalogie, souvent me disent, bon, on sait tout ça, on connaît maintenant un petit peu mieux ce qui s'est passé, on a découvert, mais qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, c'est-à-dire qu'il y a ce besoin, je pense, qui est spontané, qui est naturel de... qu'est-ce que je peux faire concrètement? Est-ce qu'il y a une action? Est-ce qu'il y a un acte? Est-ce qu'il y a un rituel à faire? Maintenant que j'ai vu que mes parents n'étaient pas mes parents, qu'est-ce que je fais? Non, mais c'est vrai, finalement. Avec le poids. Oui. Est-ce que parfois on ne rajoute pas même du poids sur quelque chose qui était inconscient? On préfère ne pas savoir, finalement. Alors, effectivement, les personnes, et quelles qu'elles soient, me disent bon, alors maintenant, je fais quoi? J'ai pris conscience. Et pour écrire ce livre, donc, je me suis inspirée de la thérapie brève. C'est l'école américaine donc, du milieu des années 50 en Californie, qui fait une transition par rapport à la psychanalyse, c'est-à-dire qui essaie de proposer des thérapies courtes, d'où le nom thérapie brève, c'est-à-dire entre 1 et 10 séances. C'est intéressant. En 1 et 10 séances, finalement, les rituels marchent. Oui, c'est super. Voilà, alors il y a, bon, on va un petit peu l'expliquer, il y a des stratégies de communication, il y a une réorganisation familiale, mais c'est vrai que le but, c'est vraiment une thérapie axée sur les solutions. C'est-à-dire que même si le thérapeute, en fait, connaît l'origine d'un problème, et forcément il la connaît, parce qu'elle est toujours transgénérationnelle, l'origine d'un problème. Hein. C'est toujours ce qui nous est arrivé dans l'enfance, qu'on n'a pas été aimé, il y a des enfants qui ont été abusés, qui ont été maltraités, etc. Donc on sait que toutes les carences, elles viennent de l'enfance. Mais après, effectivement, le but, là, dans la thérapie brève, n'est pas de revenir là-dessus comme en psychanalyse, c'est de proposer des actes, en fait, à poser, des solutions concrètes, à l'américaine. Donc, à l'américaine, donc Palo Alto, donc cette école, c'était par des actes symboliques, finalement, je peux transformer tous ces blocages émotionnels, ces peurs, ces traumas, etc. Comment l'expliquez-vous, d'ailleurs, qu'un acte, de déposer un acte symbolique dans sa vie pourrait finalement travailler? Parce qu'on parle beaucoup du pouvoir de la visualisation maintenant depuis quelques années. On parle aussi du pouvoir du dialogue. Ça, c'est très important. Et vous, c'est quand même 200 rituels. C'est-à-dire qu'on pose un acte symbolique chez soi et ça permet de transformer notre vie. Vous y croyez ou pas? Oui, l'école de Palo Alto a montré que ça fonctionnait. Après, il faut choisir le bon. Voilà. Alors, allez-y. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous parlez d'un problème, vous n'arrivez pas à le résoudre forcément. Peut-être dans certains cas, mais pas forcément. Pourquoi? Parce que vous sollicitez donc le lobe gauche du cerveau. Lorsque vous faites un acte, que ce soit un dessin, que ce soit un modelage, que vous preniez un objet pour symboliser la situation, vous faites fonctionner le lobe droit du cerveau.
la créativité, l'analogie, la métaphore. Et c'est ça qui va permettre d'avancer sur le chemin de la thérapie. Voilà. Donc, encore une fois, en résumé, parler d'une difficulté ne la solutionne pas forcément. Il faut passer à autre chose, il faut passer à l'action. C'est pas mal ça, oui, décision, prière, je souhaite et ensuite je passe à l'action et donc là je ritualise et finalement on va jusqu'au bout du processus. J'aime beaucoup ce que vous dites. Alors j'ai dû faire un choix difficile, j'ai dû sélectionner quelques rituels parmi tant d'autres puisqu'il y en a 200. Alors le premier, j'ai pris un cas concret qui peut arriver dans une famille, celui de la mère trop présente, trop possessive. Comment finalement me libérer de cette emprise par un des rituels dont vous parlez? Oui, alors effectivement, le cas de la mère possessive, c'est aussi un cas qu'on retrouve très souvent en psychogénéalogie, quand un parent prend possession de son enfant, soit parce que le père est parti, donc très souvent c'est la mère, effectivement, et l'enfant ne sait plus, même à l'âge adulte, quelle est sa part en fait d'autonomie et en quoi il est différencié. C'est ça. Donc là, ce que je conseille, c'est de créer un masque du parent. C'est-à-dire qu'on va sélectionner... Un papier collé ? Oui, un papier collé. C'est-à-dire qu'on va sélectionner une photo du parent concerné. On l'imprime ? On l'imprime en noir et blanc, en couleur. Ouais. On va taille du visage, en général c'est 18 cm. Papier, on fait 2 trous et les élastiques et on va porter le masque papier du visage de la mère. De sa mère. Et là, qu'est-ce qui va se passer? J'arrive chez un pote. On fait peur à tout le monde. Dis, qu'est-ce qui lui arrive? Bon, d'abord, on le fait que quelques minutes. En général, par exemple, si la personne a 20 ans, on va le faire 20 minutes. Vous voyez, il faut aussi que l'acte, dans la durée, corresponde à l'âge qu'on a. C'est très, très important parce que notre cerveau fonctionne aussi avec les nombres. C'est un symbole, ça. D'accord, donc j'ai par exemple 35 ans, je le mets 35 heures. 35 minutes. 35 minutes, pardon. Mais si vous avez 90 ans? Et peut-être pendant 90 minutes, vous avez tout compris, François. Si vous avez 90 ans, vous avez déjà résolu le complexe maternel. Oui, normalement. A priori. Donc en fait, qu'est-ce que ça va? Pourquoi porter le masque? Donc pendant combien de jours déjà? Alors si vous avez par exemple 35 ans, vous le portez 35 minutes pendant 35 jours. D'accord. Ok. Oui. Donc, et vous tenez un journal des synchronicités, c'est-à-dire que là, quand vous faites un acte qui est cadré thérapeutiquement, donc vous allez tenir un cahier, c'est ce que je demande à toutes les personnes. Qu'est-ce qui s'est passé chaque jour? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des événements un petit peu inattendus? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont contacté? Est-ce que le parent a changé, l'attitude du parent a changé? Vous ne lui avez pas dit que vous faisiez l'acte, mais est-ce que l'attitude du parent va changer en résonance avec ce que vous venez de faire? Oui, vous me disiez d'ailleurs que parfois, le fait de faire ce travail-là, comme par hasard, la mère part à l'étranger et donc il y a une distance qui se fait. Mais alors comment expliquez-vous finalement ce processus de mettre le masque de la photo de notre mère et de le porter comme ça tous les jours pendant un laps de temps nous permettrait de se détacher, de diffusionner finalement, c'est un peu ça. Et est-ce que ça marche sur la belle-mère? Oui, ça peut marcher aussi. C'est drôle. Ça marche aussi. C'est vrai ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que là, comme on est déjà dans un processus de fusion, en fait, on va au bout. Et ça, c'est une des théories aussi de l'école de Palo Alto, c'est-à-dire d'accentuer le symptôme, d'aller au bout. Jusqu'à atteindre un point de saturation. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on guérit le mal par le mal, en fait. C'est-à-dire, on va au point de saturation. Et quand on arrive au point de saturation, il y a une inversion qui se fait. Waouh. Et donc, on récupère un équilibre. Mais c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que même dans la vie, lorsqu'on a une difficulté, elle se répète jusqu'à un moment donné où on en a tellement ras-le-bol que là, on lâche prise et on se dit plus jamais. Exactement. Eh oui, c'est super, hyper intéressant. Allez, un autre rituel? Oui, un autre rituel. Alors... J'ai un problème dans... Ah pardon, excusez-moi. Oui, je voulais juste terminer parce que là, on a fait donc l'exemple du rituel on se sent possédé en fait par un parent. On ne ressent pas cette différenciation. Et c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont un certain âge qui sont encore sous l'emprise de la mère. Bon, ça c'est le cas de la fusion. Mais prenons l'exemple inverse, qui est le cas par exemple où on a été séparé d'un parent. Et forcément, ça nous a fait de la peine, il y a un manque. Et je vais citer un exemple que j'ai eu récemment. C'est une dame qui n'a aucune vie sentimentale, donc il y a une trentaine d'années, elle n'a pas de vie sentimentale. Et son père, en fait, est parti quand elle avait 3 ans. Son père est parti... non, pas vous, Karine. Elle n'a pas encore 30 ans de toute façon. Non, mais bon. Donc c'est une dame qui a une trentaine d'années qui n'a pas de vie sentimentale, mais son père est parti quand elle avait 3 ans. Donc elle n'a jamais eu de modèle masculin. Et elle me demande donc un rituel. Et donc je lui dis, mais quel était le métier de votre père? Alors elle me dit, il était peintre en bâtiment. Alors je lui dis, écoutez, alors
pour tenter une reconnexion avec lui, vous allez donc acheter un ouvrage technique le plus volumineux que vous puissiez trouver sur la peinture en bâtiment et vous allez en lire 10 pages tous les soirs. Et vous allez me repeindre ma maison après. Voilà, Non, c'est et pas facile. après. Et donc, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'elle l'a fait. Et pendant cet acte, donc c'était un petit peu tous les jours, vous voyez, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est immédiat, c'est gratuit, c'est pas Ça demande un compliqué. effort quand même. Mais par contre, effectivement, les effets sont quelquefois incroyables parce que, alors, ce que ça a produit, c'est que elle arrivait pour la première fois, que son père la prenait dans ses bras et lui disait je t'aime. Waouh, c'est beau ça. Et quelques semaines plus tard, elle a rencontré quelqu'un. Elle est partie dans un magasin de musique acheter un instrument de musique et le vendeur, enfin voilà, qui était là, lui a proposé un rendez-vous. Amoureux. Voilà, un rendez-vous amoureux. Donc, vous voyez, Ça a ouvert oui, il faut. Ça a libéré quelque chose, Il finalement, faut préciser aussi que le métier, c'est aussi une des manières de se reconnecter à un parent dont on n'a pas de nouvelles ou qui nous a abandonnés ou qui est décédé prématurément. C'est intéressant, C'est ces par- actes symboliques finalement. J'aime beaucoup. C'est par le professionnel. Ouais, j'aime beaucoup votre discours. On fait une petite pause? Oui. Parce qu'ici, on joue beaucoup. Il y a un D'accord. test de personnalité. D'accord. Et d'ailleurs, c'est le test de la Lune. Le test C'est indien cosmique, de la aujourd'hui. Lune. Ben oui, la Lune, ça nous entoure, on la voit chaque jour, on n'y prête pas forcément attention, et pourtant elle est Ah, là. moi, non. Vous regardez toujours la Lune? Moi, j'adore la Lune. Bon, écoutez. Alors on va arrêter sur ça. La phrase, mais Voilà. la punchline. C'est cosmique. Donc ce test indien de la Lune est très simple. En fait, il va faire émerger des traits de personnalité, des typologies de personnes, en choisissant simplement parmi 6 lunes, la Lune qui vous ressemble. D'accord. Alors, regardez ces 6 lunes et dites-moi... Alors, je précise une chose, Karine connaît la règle, mais chaque fois elle essaie de la contourner. On ne choisit Yeah. qu'une lune. Oui, promis. Qu'une lune. Une lune. Celle qui vous parle, celle qui vous Ouais, ça y est. attire tout de suite. Ça y est. Alors, quelle lune avez-vous Elle- choisi chez vous? Elisabeth, La 4. Elisabeth, la 4. Oui. moi, la 5 avec la mer. La 5, Karine. Et moi, je choisis la première, la lune rousse. Ah, Alors, bah c'est drôle, voilà. La première, c'est vraiment les personnalités réalisatrices. Ce sont les réalisateurs La une. avec, ouais, la une, avec comme axe de vie objectif et réalisation. Vous êtes des fonceurs. Si vous avez choisi la lune numéro 2, qui est donc une... c'est aussi... Non, Hélène, c'était la 4, pardon. La 4. Oui. Les demi-lunes comme ça, la lune numéro 2, sont les créatifs. Vous aimez les émotions, vous êtes un grand sensible et aussi un grand sensuel. Ça, c'est important. La lune numéro 3, vous voyez, la lune derrière les nuages, ça, ce sont les énergétiques. Voilà. Quelle joie de vivre, vous avez un caractère fort et lumineux. La lune numéro 4, qui est la lune d'Élisabeth, ce sont les altruistes. Vous aimez les gens et vous adorez aider. Personnalité extrêmement généreuse. Vous êtes vraiment Ah, mais tourné c'est ça, vers hein. ça. C'est ce qu'on ressent. Les lunes numéro 5, la lune numéro 5, celle de Karine, les grands rêveurs. Ah, Esprit vagabond, toujours en ébullition, toujours dans les songes. Ce qui rejoint d'ailleurs le test de la semaine dernière, parce que vous étiez dans le songe aussi, c'est important. Grande intelligence émotionnelle, c'est écrit. Là. Et enfin, les dernières lunes, la 6, les tranquilles. Vous aimez les choses simples et les moments de la vie tranquilles, sans fioritures. Vous aimez parler avec les gens et échanger. Donc finalement, peu importe la lune, on est tous géniaux là. Peu importe la lune. Tous complémentaires finalement. Voilà, absolument. Peu importe la lune. Peu importe la lune. Merci François. Revenons à vos rituels et à déposer ces actes symboliques pour transformer notre vie. Alors j'ai choisi un autre rituel. J'ai un problème dans mon couple. Je m'entends plus en ce moment avec mon conjoint. Vous m'en aviez pas parlé? Ben non, bah oui, mais vous m'aviez plus aussi. Hein. Et que faire quand le dialogue semble échouer? Quel rituel je peux faire pour peut-être réharmoniser, hein? Alors, ce que je conseille, c'est de cesser de parler. Ah, Oui, ouais, parce qu'en fait, le langage stimule le système nerveux, mais quelquefois négativement. Et on constate aussi souvent que les hommes, alors désolé, sont beaucoup plus sensibles justement à ces stimuli du langage et ils réagissent quelquefois avec une certaine agressivité. Donc, lorsqu'on voit qu'on n'a plus du tout de possibilité de dialogue, lorsqu'on essaie de convaincre l'autre ou lorsque les reproches, en fait, de toute façon, n'obtient rien. Donc, à ce moment-là, on arrête de parler. ok. Et Et on se quitte. non. En bon ami. Non. Mais par contre, si on a des messages plutôt positifs à faire passer, je conseille de les écrire sur un t-shirt blanc
Ouais. Vous prenez un t-shirt blanc et vous écrivez un message. Alors ça peut être quoi qu'il se passe, je t'aime, voilà, mais un message positif. N'oublie pas de vider la poubelle. Oui, là, on va peut-être attendre que ça aille un petit peu mieux, mais voilà. J'allais dire un truc, mais je peux pas. C'est dommage. Non, vous pouvez pas. Non, je peux pas. T'as compris. Mais c'est vrai qu'on réagit. Alors ce que je disais tout à l'heure, on réagit différemment à ce qui est écrit, au langage oral et au langage écrit. C'est pour ça que si vous voyez que le langage ne marche pas, à ce moment-là, vous écrivez un message. Vous pouvez le faire avec aussi des amis, voilà. Vous écrivez un message positif sur le t-shirt ou plusieurs messages. Et qu'est-ce qui va se passer? Déjà, la personne ne peut pas ne pas le voir. Et forcément, elle va y réagir différemment que si vous aviez formulé oralement le message. Et donc ça transforme quelque chose. Eh ben, j'essayerai la prochaine fois. Faut que je m'achète plein de t-shirts blancs. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne Voilà. me quitte pas. Alors on a des rituels nous aussi dans l'émission. Ouais. Et comme là on parle des rituels, mais aussi de l'imagination, de la visualisation, je vais lancer Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la bulle qui fait du bien. Allez, jingle. Qu'est-ce qu'on aime ça, les bulles. j'adore. Excusez-moi Ah là là. pour le plateau. Moi, je suis Allez-y, grande faites. fan aussi Hein de ça. Alors, C'est allez-y. beau comme tout. Alors c'est une bulle que vous allez adorer en plus, Karine, parce qu'on va envoyer un message aux extraterrestres. Oh, j'adore. Allez. Oui, on va à 39 années-lumière. Regardez, on va dans le système trappiste sur la planète trappiste. Eh bien, figurez-vous que les scientifiques, le 4 octobre prochain, vont envoyer jusqu'à cette planète à 39 années-lumière, grâce à un satellite, un message radio avec des bips d'abord, et puis aussi de la musique. Alors peut-être la petite musique que vous entendez chaque semaine avec nous, des musiques de Mozart, de Bach, de Chopin, un set de DJ même, et on va envoyer tout ça à 39 années. C'est vraiment pas une blague, le 4 octobre prochain à 39 années-lumière. Et on va voir, parce qu'on imagine que sur cette planète trappiste, comme il y a les possibilités d'une vie, eh bien, le message va être reçu Waouh. et qu'on va peut-être nous répondre. Une intelligence extraterrestre devrait peut-être nous répondre si elle y est. Par contre, il va falloir être un petit peu patient. Je ne sais pas si on sera toujours là autour de ce plateau, mais il faudra attendre 80 années pour le retour de message. On sera encore jeune et beau. C'est excitant, non? Vous imaginez, on reçoit un message de Mais ça Trappiste. ressemble. C'est vraiment comme ça là-bas. Ouais, il y a des contrées gelées comme ça Parce que sur Trappiste. C'est sublime, hein. C'est très très beau. François, j'adore vos bulles, hein, mais vous le savez. J'adore les vôtres aussi. Ah, pas mal, hein. Ouais. Vous restez avec nous, hein, Hélène Horowitz. Hein. On vous adore. hein. Elisabeth. J'arrête pas. De dire Mais c'est mon Hélène. troisième prénom, alors tout va bien. Les deuxièmes, parce que, alors, allons-y, c'est Caroline. Et ben voilà, Caro, on se retrouve tout à l'heure, seconde partie de l'émission. Nous allons continuer à expérimenter ces rituels symboliques pour augmenter notre confiance en soi, en l'avenir ou encore balayer nos addictions, nos chocs, nos traumas émotionnels. Et puis sans oublier notre séance de naturothérapie avec notre bel arôme Stéphane Jolin. C'est tout de suite après une toute petite pause hein, qui fait du bien, hein, toujours. hein. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Nous avons la chance de recevoir l'auteur du best-seller Se libérer du destin familial, Elisabeth Horowitz, psychogénéalogiste, qui revient avec un tout nouveau livre, c'est 200 rituels, pour poser des actes symboliques et qui pourraient nous libérer finalement de tous nos traumas, nos schémas de vie, nos peurs, nos blocages émotionnels. Bref, et puis l'homme qui rend notre café du matin doré nous a rejoint. C'est bien sûr Stéphane Jolin, ça va bien Bonjour, Stéphane merveilleusement Vous êtes bien. beau, hein, vous êtes allé où comme ça pour être aussi bronzé Je suis là? parti un petit peu en Grèce. Oh là là, ça vous va bien la Grèce hein. Et puis on commence tout de suite eh bien, par notre... nous aussi on a plein de rituels. Celui de Science ou Croyance avec Absolument. François. Alors François, Science ou croyance, vous connaissez cette rubrique puisque vous êtes fan de l'émission, enfin vous la regardez chaque semaine. On décrypte les superstitions, les légendes, et ça commence toujours par une devinette, vous le savez. Oui. Alors celle-ci est très simple. Si vous le faites une fois, tout va bien. Si vous le faites 3 fois, ce serait le grand bonheur. Haha. oh, j'aime pas ne pas savoir. Ouais. Une fois, 3 Vous le faites une fois, c'est déjà bien. 3 fois, le grand bonheur. Dire Non. L'amour. Éternuer.
Quand vous éternuez. Oh, c'est fort. C'est- Mais oui. Alors moi je connaissais 2 fois à tes amours, mais 3 fois le grand bonheur, je connaissais pas. Que les tiens durent toujours, que les tiennes se réalisent, enfin voilà. En tout cas, plus on D'accord. éternue, plus il faut absolument conjurer le bonheur en se souhaitant des vœux. Pourquoi ? D'où vient cette croyance ? Alors, il faut remonter au Moyen-Âge, notamment pendant l'épidémie de peste qui a décimé la moitié de l'Europe au XIVe siècle. Eh bien, dès qu'on voyait quelqu'un éternuer, on avait peur. Dans la rue, c'était un ami, un collègue, qui venait de contracter la peste et donc on lui disait à tes souhaits, à vos souhaits, de façon à le protéger de la maladie, en espérant qu'il n'ait pas la maladie, parce que certainement il allait en mourir. Et il y a une deuxième raison à ça, donc vous voyez, dans le à vos souhaits, c'était pour le protéger de la peste. La deuxième raison à ça, toujours au Moyen-Âge, c'est qu'on pensait que l'âme se situait dans la tête. Et donc, éternuer, c'était expulser l'âme. Il fallait donc faire 2 choses pour conjurer le sort, souhaiter des vœux à chaque éternuement et mettre la main devant la bouche pour éviter à l'âme de sortir. Alors aujourd'hui, on met toujours la main devant la bouche, hein, c'est pas pour C'est hygiénique. garder l'âme, mais c'est surtout par mesure d'hygiène. Mais vous voyez, c'est mignon d'un côté l'âme et de l'autre côté le souhait pour ne pas tomber malade. Si vous êtes superstitieux, conservez la tradition. Et j'avais appris d'ailleurs, il paraît que c'est scientifiquement prouvé, que en fait lorsqu'on éternue, c'est une sorte de jouissance. Ça vous fait ça? Non, mais Bah, écoutez, c'est votre point G est scientifique. dans la bouche, Karine. C'est donc le point B. Mais bon. Voilà. Oh, génie. Revenons à vous, Elisabeth Horowitz. Je me suis entraînée pendant la pause, hein, et c'est pas Hélène. On va passer à un autre rituel, parce qu'on est sur ces 200 actes symboliques, hein, que l'on poserait dans notre vie, qui nous permettraient finalement de balayer nos peurs, nos blocages et nos traumatismes qui pourraient être liés à l'enfance. C'est ce que vous dites, c'est le terreau. Oui, c'est ça. Hein, et donc il y a un rituel dont vous parlez aussi qui inspire aussi d'une... je ne sais pas si vous connaissez Stéphane et François, moi je trouve ça génial. Un rituel de plus en plus plébiscité, ce sont les constellations familiales. Alors vous avez un peu transformé le rituel, mais avant qu'on le voit, dites-nous ce que c'est que cette thérapie brève, parce qu'elle est géniale. Oui, c'est ça, c'est la mise en scène en fait d'une partie de l'histoire familiale, de certaines séquences de l'histoire familiale, voilà. Alors en général, ça se fait à plusieurs personnes, hein, dans des ateliers, c'est-à-dire qu'une personne donc va faire la constellation, ce qu'on appelle la constellation, elle va choisir dans le public quelqu'un qui va incarner sa mère, son père, son frère, sa sœur, ou un autre membre de la famille, ou quelqu'un qui fréquentait la famille, qui a joué un rôle important. Voilà. Et donc, va se rejouer. C'est un jeu de rôle, en quelque sorte. Et là, on va pouvoir exprimer les émotions qu'on a peut-être contenues à l'époque. On va pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Donc, on rejoue, en fait. Voilà. On rejoue les séquences de l'enfance. Et donc, ça, encore une fois, c'est un rituel qui nous permet de ramener à la conscience oui, et de bien réaliser sûr. plein de choses. C'est Et alors, libérateur. alors d'ailleurs, j'ai tout préparé, c'est là, voilà. Vous avez un petit rituel. Oui. Alors, c'est pas en présentiel, parce que normalement, c'est une thérapie brève, vivante. Vous avez bien compris, hein, on Oui. est avec des personnes qui... C'est un jeu de rôle, finalement. C'est ça. Et vous dites, ben, on peut faire ce rituel à la maison, seul, à une table. Voilà, c'est ça. Et donc, avec des objets de table, tels qu'une carafe. Vous êtes Voilà. occupé aujourd'hui? Ah, mais moi, oui, on a tout préparé avec l'équipe. Un petit verre, salière, poivrier. Voilà, c'est-à-dire, Alors, c'est ça. dites-nous comment on fait. Je suis toute seule à la maison, j'ai un problème avec ma sœur. Je m'entends mal avec ma grande sœur. Voilà, c'est ça. Donc là, vous allez... Alors, chaque objet va représenter une personne. D'accord. Bon, par exemple, l'objet le plus long, ça peut représenter le père. Voilà. Donc le plus grand, c'est mon père. Donc je le Voilà. mets où je veux. Où vous voulez. S'il est proche de moi, je le mets près de moi. Voilà. Alors, plus il est proche de vous, plus votre relation est proche, en fait. D'accord, donc Hein, je c'est peux ça le que ça mettre là. signifie. Oui, ça va. Voilà. Et puis, le verre, ça peut être votre maman. D'accord, Voilà. super. Alors on Et- la rapproche un peu plus. Voilà. Alors, selon, effectivement, leur degré d'intimité, vous les rapprochez Ah, mais en ou même pas. temps, ils sont intimes. Alors comment je fais? Alors, vous les faites se toucher. Voilà. Voilà. Et Ensuite, puis, là, ça peut être donc votre sœur, et puis ça peut être une autre personne, votre cousine. Enfin, voilà. une autre sœur avec Voilà, qui, une voilà. autre sœur. Enfin, je me mets dans un contexte imaginaire. Hein. Voilà. Donc une autre grande sœur qui serait, par exemple, loin de moi. Voilà. Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors normalement, ça c'est l'intuition, c'est-à-dire qu'on va déjà poser en fait l'histoire familiale, enfin une séquence de l'histoire familiale comme ça sur la table, et la personne avec qui vous êtes en conflit ou en difficulté, en général vous la maintenez éloignée, vous l'écartez des autres visuellement déjà, vous avez une représentation graphique de ce qui se passe à l'intérieur de la famille. Et après, dans une seconde phase, vous allez rééquilibrer. Hein, c'est-à-dire que vous allez rapprocher ou, si vous ne pouvez pas la rapprocher, vous faites intervenir quelqu'un
C'est-à-dire quelqu'un peut intercéder pour D'accord. que le dialogue puisse être... Par exemple, mon autre sœur qui vient finalement être Par le pont exemple. d'entente Voilà. de notre relation. Voilà, vous pouvez mettre en scène n'importe quelle situation, des problématiques au travail, même en amitié, etc. C'est simplement que le fait, vous voyez, on passe toujours du langage en fait à la pratique. Au lieu de parler d'un problème, on le met en scène. Et est-ce que vous pensez que finalement, donc en le faisant, parce que tout à l'heure vous racontiez une anecdote que une mère peut, par exemple, une mère trop présente, trop possessive, peut d'un coup partir et voyager très loin. Rien que de le faire, ça peut libérer quelque chose vibratoirement parlant, enfin de façon impalpable. C'est ça qui est formidable, c'est que on s'aperçoit que rien que le fait de dessiner ou de mettre en forme justement une problématique, ça permet en fait de cheminer vers sa résolution. Et aussi que effectivement les antagonismes puissent se résoudre et que l'attitude des personnes concernées aussi miraculeusement se transforme. C'est super. On pourrait presque faire à la limite prendre des petites pierres, en fait ce qu'on veut, et puis le poser quelque part chez nous et puis le regarder un peu tous les jours, comme peut-être imaginer la famille la plus harmonieuse. Par exemple, ça pourrait être pas mal. Idéalement, quelle serait la solution? Alors un autre jeu, pas mal. Alors ça, c'est des trucs qu'on pourrait retrouver. Vous avez encore des petits trucs? Oui, j'ai des jeux. On va jouer avec Stéphane et François. Vous êtes d'accord? Je me suis inspirée bien sûr de votre livre et d'un rituel. Donc en fait, dans ce panier, j'ai regroupé finalement ce qu'on peut retrouver dans des fonds de tiroir ou dans une supérette. Vous allez prendre un objet au hasard qui vous vous inspire, un ballon. Et vous, Stéphane, prenez un autre objet. Ça va bien avec mon pull, je trouve. Donc, du coup... J'étais sûre. C'est sûr que vous allez prendre le cœur. Donc là, c'est un cœur en savon, là, c'est un ballon. Eh bien, figurez-vous que tous ces petits symboles, sparadrap, des pois, voilà, du sucre, tout ça peut servir de rituel. Allez-y. Commentez, François, qu'est-ce qu'il peut faire et pourquoi avec le ballon? Normalement, bon, avec François, là, ça ne correspond pas forcément parce que normalement, le ballon, je l'utilise pour les personnes qui sont en surpoids. Ah oui, en effet. Alors, c'est pas du tout le... Voilà, mais c'est pas grave, de toute façon. C'est pour ça qu'il est tout mou, enfin tout dégonflé. C'est pour ça qu'il est... Voilà, effectivement. Mais quand une personne me parle de son surpoids, vous voyez, bon, elle m'en parle, mais ça n'a pas... Enfin, concrètement... Alors, une personne en surpoids, vous allez plus prendre autre chose. Le ballon. OK. Donc, pour me montrer. Donc, je souffle. Allez-y. Ça me va bien, ça. Ah, j'y arrive pas. Oui, c'est difficile. Ah, moi, je suis pas après vous parce que vous l'avez mis plein de rouge à lèvres. Et qu'est-ce que je fais après? Bon, alors il est gonflé. En fait, voilà, la personne va gonfler le ballon pour, en fait, Oh, vous êtes fort. matérialiser la sensation qu'elle a d'elle-même. Donc, plus le ballon est gonflé, plus elle se sent, en fait, l'étroit dans son corps, plus elle se sent, voilà. Donc là, je me matérialise tel que moi, je me vois. C'est ça. Donc là, imaginez que je me vois comme ça. Qu'est-ce que je fais? C'est ça. Alors, à ce moment-là, bon, pour les personnes en surpoids, elles vont dégonfler le ballon progressivement, pour que leur cerveau donc imprime qu'il est possible que le corps lui aussi peut se transformer. Alors ça c'est génial. C'est l'objet en fait. C'est hyper intéressant. Donc je prends un ballon, il me dure plusieurs jours alors. Oui, on peut utiliser Quand vous dites le même. Progressivement, c'est pas dans la minute. Ça peut être d'une semaine sur l'autre, hein, si on a des rendez-vous par semaine. Progressivement, ça veut dire un petit peu aujourd'hui, j'arrête. Voilà. Je vois déjà que c'est possible. Le lendemain, je recommence. C'est ça exactement. Il faudrait tester. Ça c'est le meilleur régime parce que c'est pas de régime. Oui. Ça touche vraiment au blocage émotionnel, c'est la cause profonde. C'est ça. Pas mal. Allez, vous avez pioché du sucre. J'ai pris le sucre. Alors, on va passer d'abord à Stéphane. Stéphane, vous avez un cœur en savon? Moi, j'ai un cœur en savon, c'est très bon. Alors ça, c'est un acte que j'avais donné à une dame en fait qui a eu un grand chagrin d'amour et qui m'avait dit, parce que j'écoute les métaphores dans le langage, et la personne m'avait dit... C'est Stéphane qui vous a donné une petite potion. À base de noix de coco. Pardon. Excusez-moi, il n'y a pas de souci. Et donc la personne m'avait dit, je voudrais laver mon cœur de toute la peine que j'ai. D'accord. Et donc, vous lui avez donné un cœur en savon? Pas spécialement savon, c'est un cœur en plastique. Et je lui dis, comme vous m'avez dit que vous voudriez laver votre cœur de toute la peine que vous avez, en fait. Donc, vous allez vraiment le faire. Vous allez prendre un cœur en plastique et le laver tous les jours. Et donc, Stéphane a une peine de cœur, ou en tout cas, il a le cœur lourd. Donc tous les jours, nettoyer dans la symbolique et de nettoyer ce cœur. Mais
Et pourtant, on dit souvent que c'est important de travailler sur soi, comment dire, de se remettre en question. Rien que l'acte pourrait transformer quelque chose intérieurement. C'est ça, c'est l'acte, c'est le dessin, c'est le modelage, c'est l'objet, effectivement, qui, comme je l'ai dit au départ, donc faisant appel au lobe droit du cerveau, en fait, va nous faire travailler l'analogie. L'analogie, la métaphore. C'est très intéressant. Parce que je trouve que d'abord, c'est ludique. Oui, c'est quelque chose qui effectivement, et puis ça vous permet effectivement de vous reconnecter d'une manière avec un objet symbolique qui est presque un ami en fait. C'est ça, exactement. C'est léger, c'est immédiat et gratuit. C'est Richard parce que je me remets pas en fait du ballon. Je ne veux pas vous regarder. C'est pas possible. Je ne vais pas regarder François. Mais c'est trop intéressant, il faut vraiment que je me reconcentre. C'est bon. Il n'y a pas un rituel pour se concentrer? Ne pas se concentrer. Ah, pas mal aussi. Alors, je ne vais pas me concentrer. Je suis déjà en toupie. Alors, pour soulager nos angoisses, pour les personnes qui seraient trop obsessionnelles, eh bien, vous avez également un rituel inspiré du psychodrame. C'est issu d'une thérapie basée sur la théâtralisation dramatique. On appelle ça le fauteuil magique. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Alors, c'est pour les personnes qui ont des pensées négatives toute la journée, en fait. C'est-à-dire des pensées angoissantes qui arrivent à n'importe quel moment. Donc là, pour ne pas les avoir justement à n'importe quel moment, on va choisir une place dans la maison, un fauteuil dans le salon, où on va s'asseoir à une certaine heure, pendant tant de temps. Et là, on va pouvoir accentuer toutes les pensées négatives, c'est-à-dire qu'on va donner libre cours en fait à toutes ces angoisses. Voilà, mais ça va permettre de recadrer en fait les pensées à un moment donné pour empêcher qu'elles envahissent en fait toute la journée. Toute la journée, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est condenser finalement ce mal, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui. C'est que quelque part on guérit le mal par le mal. C'est-à-dire qu'on se donne ce moment-là. Allez, à 18h, je suis sur le fauteuil, donc là je peux laisser de côté finalement toutes mes angoisses et mes obsessions. Et là, au bout de combien de temps, en fait, ce fauteuil magique, ça peut... Là, vous pouvez le faire un quart d'heure ou une demi-heure chaque jour. Vous asseyez sur votre fauteuil et là, vous envisagez le pire, tout ce qui pourrait vous arriver de pire, les situations les plus dramatiques que vous envisagez, ce que vous redoutez, etc. Donc, c'est toujours pour atteindre ce point de saturation, c'est toujours pour amplifier le symptôme et empêcher justement qu'il n'envahisse ce fauteuil magique. le quotidien. Et alors... On a le sucre. Le sucre. Bah oui, vous avez poussé le sucre. Ah, oui. On est parti sur le ballon. Alors ça, le sucre, c'est un acte que j'avais donné à un jeune homme justement qui avait perdu son père. Et donc, comme il buvait du thé, du café, j'avais dit, avant de verser la sucrète, vous allez écrire le mot papa ou le prénom de votre père. Mais c'était quoi le problème? Alors, c'est qu'il n'avait pas son père. Ah, d'accord. Voilà, donc... comme il a écrit le prénom de son père sur la sucrète, en versant le sucre, donc c'est une façon d'absorber le père. En fait. C'est le côté acidulé, le côté doux sucré, oui, c'est ça? Aussi. Le côté affectif finalement. Aussi, absolument. Et vous avez vraiment vu que vos patients changeaient au fur et à mesure, parce que c'est une thérapie brève qui se passe en 1 à 10 séances, comme vous le disiez tout à l'heure. Avec ces rituels, vraiment, il y a un changement. Oui. Franchement, moi, je vais les faire, je vais en tester. Puis ce qui me plaît, c'est d'en créer aussi. Voilà, voilà. Alors, toutes les semaines, Oui. on a un téléspectateur qui Oui. fait du bien, Oui. qui nous pose une question. Oui. Cette semaine, c'est Fred. Il a une D'accord. question à vous poser, on l'écoute. Bonjour le mag qui fait du bien, je suis soucieux sur tout ce qui concerne l'avenir, je m'inquiète souvent pour les autres, pour le travail et pour bien d'autres choses. Auriez-vous un petit rituel pour être bien dans le moment présent? Voilà, merci pour votre émission, j'apprends beaucoup de choses. Merci Fred, c'est hyper intéressant ça. Oui, comme c'est hyper question. intéressant. Alors, il y aurait 2 actes. Le premier, donc, lorsqu'on a des angoisses comme ça sur l'avenir, c'est de prendre une feuille de papier et d'écrire tout ce qui pourrait arriver de pire. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Tout ce qu'on redoute. Une thérapie narrative. C'est une thérapie narrative, voilà, mais qui envisage, en fait, le pire, c'est encore une fois amplifier ce qu'on a déjà en soi, la vision négative, pour arriver à ce point de saturation. Puis le deuxième acte intéressant, c'est de dégager chez soi un pan de mur sur lequel on va mettre les images en fait de ce qu'on souhaiterait vivre dans l'avenir, c'est-à-dire pas forcément des objets mais des expériences de vie qu'on voudrait vivre. Alors ça pourrait être voyager, ça pourrait être davantage d'argent, rencontrer quelqu'un, voilà, parce que le fait en fait d'en avoir les images déjà, c'est toujours pareil, c'est sortir du langage pour passer aux images.
Et donc, voilà, on peut le faire chez soi. Ça stimule. Mais le pouvoir de la visualisation, François, les scientifiques aujourd'hui le prouvent. Les plus grands champions du monde travaillent sur la visualisation. Même les astronautes, il paraît. Les astronautes, les champions sportifs, les musiciens, Oui. on visualise et ça nous permet d'anticiper, de ne plus avoir peur et d'être beaucoup plus performant. C'est prouvé par de très nombreuses études scientifiques, c'est vrai. Et ils travaillent ainsi, hein, les grands sportifs, les sportifs de haut niveau, travaillent à visualiser l'acte, la performance avant de l'accomplir en Bah, réalité. c'est le champion de saut à la perche qui avait visualisé son saut. Il est devenu champion, mais d'ailleurs, il y avait une étude où des personnes, justement, ne faisaient pas le sport, mais visualisaient finalement le handball ou je sais plus le baseball, le ballon dans le panier. Ouais, exactement. Et en fait, il réussit plus que ceux qui s'étaient entraînés dans l'action. C'est ça. Et ce que je conseille aussi, c'est de mettre des images très grandes, parce que ce qui est grand impressionne l'inconscient. Donc, plus les images sont grandes, plus elles ont de chances de se matérialiser. Et mais ça me fait penser justement à... Alors, ça, c'est un rituel génial, inspiré de Salvatore Dali, dont vous parlez dans votre... Oui. Pour vraiment alimenter l'estime de soi, Salvatore Dali faisait ça. Ça me fait penser à ça, ce que vous me dites. Oui. Racontez-nous. Bah, c'est-à-dire Salvatore Dali, vous savez, qui vivait dans les hôtels. Et donc, comme il n'avait aucune limite, il découpait dans les tapis, les immenses tapis, les lettres de son nom. Mais en... immense, enfin, vraiment en grand format, et c'était une façon donc d'exalter son nom déjà, et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous découpez en larges caractères les lettres de votre nom et vous les affichez dans votre salon et vous allez voir que l'estime de vous-même sera renforcée. Ça n'est pas égocentrique quand on a un ami qui vient chez soi, Karine Arsène, en grand dans le salon. Et on peut faire ça sur un mur un peu caché si on est une famille nombreuse ou on a plusieurs à habiter le même lieu. Oui, mais si par exemple dans une même famille il y a des enfants qui ont un complexe d'infériorité, aussi, vous voyez, vous pouvez le faire, c'est-à-dire qu'on va mettre leur nom, leur prénom en grand format. Justement. Imaginez quand on a son nom devant l'Olympia, en immenses lettres qui clignotent. C'est la même chose finalement. Mais oui, mais c'est la même chose. Mais finalement, moi, je me suis rendu compte d'une chose. J'ai remarqué que plus les artistes étaient célèbres, et plus ils devenaient beaux, vibratoirement lumineux. Mais pourquoi? Parce que je pense que ça nourrit aussi l'estime de soi, les éloges, les applaudissements, non? On devient beaucoup plus beau quand on réussit. Eh ouais, c'est ça. Alors, il y a un autre rituel. Vous allez voir, c'est incroyable. J'ai pris une feuille et des stylos. Oui. Un noir et un rouge. Oui. Parce que vous dites aussi qu'il est possible de travailler sur la santé, pour apaiser, soulager des douleurs physiques par le dessin. Encore un rituel. Oui. Alors montrez-nous. Alors on va dire, je sais pas, moi j'ai mal au doigt. Allez, j'ai mal au doigt, si vous voulez. D'accord. Qu'est-ce que je fais avec? Alors ce que je fais, c'est que je fais donc une silhouette. Hein. Voilà. Bon. Je fais un doigt. Après, je fais la silhouette déjà. D'accord. Voilà. Alors racontez-nous, parce qu'en même temps on vous voit pas à l'antenne. Voilà. Donc là c'est un petit bonhomme. Allez-y. Donc je fais la silhouette et puis je vais marquer là au feutre noir. Voilà, une petite silhouette. Bon, c'est vraiment approximatif. Et je vais avec un stylo rouge donc marquer les zones où je ressens une douleur. Alors on a dit elle est sur la main. Donc il y a là, la main, je sens une comme douleur. ça c'est plus gros. Voilà, donc je mets en rouge la petite douleur sur le doigt, si j'ai mal au doigt. Qu'est-ce qui se passe? Et bon, déjà vous le visualisez. Ok. Vous voyez, on n'en parle pas, on le dessine. Donc on passe déjà cerveau en rouge droit. et noir. En rouge et J'exilerai noir. ma peur. C'est ça. C'est QFD. C'est ça exactement. Et en fait, ce qui est important après, c'est de mettre des mots. Hein, c'est-à-dire d'écrire des mots. Une fois que vous l'avez dessiné, qu'est-ce qui vous vient? D'où vient cette douleur? Donc par exemple, j'ai mal au doigt. Oui. Bon, je sais pas, c'est un super exemple, mais Oui. et là je peux penser à la porte qui m'a fait mal. Oui, ça peut être quelqu'un que vous avez touché aussi et que vous ne vouliez pas toucher, ou quelqu'un qui vous a touché, voilà que. Donc je mets son prénom. Oui, vous pouvez mettre son prénom voilà, si pour c'est que vous quelqu'un compreniez qui. bien le rituel. Donc je mets son prénom, François, voilà, m'a fait mal au doigt. Ensuite, maintenant que j'ai posé la blessure, François m'a fait mal au doigt. L'émotion. L'émotion, j'ai mal. Oui. Ah, non, oui. Oui, j'ai mal. Qu'est-ce que vous avez ressenti, voilà. De la peine. De la peine. Au doigt. Arrêtons de dire une poupée vaudou maintenant. Peine. Qu'est-ce que je fais ensuite? Voilà. Alors après, vous mettez un objet dessus. Ah bah, Là, vous sélectionnez l'objet qui. Bah, ce qui me vient, c'est un couvercle. Ben voilà. Voilà, pour essayer de. Couvercle. Hein? Oui, oui. On est d'accord? Je suis d'accord. Voilà. Ou un pansement. Ou un Vous pansement, voulez. bien sûr, oui, Et tout à fait. ensuite Voilà. Et bien ensuite, vous avez résolu, enfin, vous avez atténué tout au moins, parce que là, au niveau santé, on est. Et quand ça peut même vraiment très- soulager. En même temps, on connaît la force de l'esprit sur le corps humain. Aujourd'hui, ça. c'est plus approuvé. On parle même d'épigénétique, etc. Oui. Donc ça, de visualiser, de prendre conscience, ça peut soulager la douleur. Moi, je trouve ça génial.
J'ai mal à la tête, hop, je fais Voilà, ça. voilà. On peut le faire plusieurs fois si, jusqu'à ce qu'on arrive à identifier en fait c'est vrai, si on a, par exemple, un l'événement cancer. déclencheur. Mais il y a toujours des événements déclencheurs, alors sans rentrer dans la psychosomatique, Oui. mais il y a toujours des événements déclencheurs, qu'ils soient familiaux, amicaux ou professionnels, etc. Il y a toujours des traumatismes, des pertes, quelquefois il y a des deuils non faits, il y a des pertes, voilà, il y a des séparations. Voilà, alors peut-être pas à un niveau superficiel, mais lorsqu'effectivement on a une pathologie beaucoup plus profonde, là, oui, des événements sous-jacents. C'est hyper intéressant parce que finalement, oui, ça veut dire qu'on peut, par l'esprit, on peut vraiment soulager. C'est le soma, et effectivement. C'est ça. C'est ça, l'effet placebo aussi, parfois. Ah oui, bien sûr, Hein bien sûr. Écoutez, je resterai avec Écoute, vous. on en a assez dit. Merci beaucoup. Non, mais oui, je vous adore, Elisabeth Horowitz. L'action qui libère 200 actes et rituels symboliques. Vraiment, je me suis régalée. Je vous assure, je vais en faire un. Vraiment, Avec merci plaisir. beaucoup. Vous restez avec Merci. nous. Oui. C'est le moment de retrouver et surtout de passer à notre shot de vitamines. C'est le conseil en naturopathie et c'est vous, Stéphane Jolet, qui vous y collez. Hein. Et c'est le conseil qui Écoutez, fait avec du bien. plaisir. Stéphane, aujourd'hui. Oui, j'avais envie de vous parler d'un remède bonne santé, bonne vie, qui est l'élixir, un élixir avec le fruit défendu. Ah, L'élixir avec le fruit défendu, mais avant qu'il soit un fruit défendu, c'était le fruit de l'amour. c'est vrai. Dans les civilisations gréco-romaines, on offrait des pommes, parce qu'il s'agit de la pomme, comme on offre des roses. Vous êtes trognon. Donc déjà, Ça y est, ça commence. Vous allez avoir des pépins pendant toute votre ah non, non, mais là je pense qu'on est qu'au début. Hein Alors en fait, depuis des siècles, on utilise les pommes pour en faire un élixir qu'on appelle maintenant tout simplement le vinaigre de pomme. Le vinaigre de pomme bio, on l'utilise depuis des centaines d'années pour plein de raisons. Alors on s'est aperçu qu'effectivement, il avait des vertus revigorantes, régénératrices, parce qu'il contient beaucoup de vitamines assimilables. Il va aider à la digestion, donc vous pouvez en prendre avant les repas. Et qu'est-ce que ça fait ? Vous vous sentez mieux dans votre ventre, donc vous vous sentez mieux dans votre tête. Et puis progressivement, au fil des décennies, il a gagné ses lettres de noblesse grâce à Pasteur, qui a découvert en 1865 sa molécule qui permet d'agir sur un certain nombre de micro-infections de l'organisme. Alors quand on dit infection, ça peut être tout simplement renforcer son système immunitaire, ça peut être un antidouleur, arthrose, arthrite formidable, mais c'est quelque chose qui peut soigner votre humeur. On s'est aperçu que progressivement, Le vinaigre de cidre. oui, le vinaigre de cidre redonne une certaine joie à vivre sa journée. Il ne faut plus dire j'ai la pêche, il faut dire j'ai la pomme. J'ai la pomme. Ça a réussi d'ailleurs à un président en croquant la pomme. Ah oui, c'est vrai. Hein ? Alors maintenant, il y a énormément de recettes. On ne pourrait pas toutes les décrire dans une chronique. Après, je vous laisse la pêche aux infos. Moi, j'en ai pomme aux retenu infos, du coup. 2 pour vous. Oh, moi, je vous trouve même pas lourd en plus. C'est ça qui est génial. Non, mais J'arrête, je vous promets. Non, vous pouvez continuer parce que J'arrête. c'est pas lourd en fait. Hein. C'est léger. alors, avant d'avoir des pépins sur une chronique et de glisser dessus, c'est moi en l'occurrence qui vais glisser sur les pépins de François. Moi, je vous recommande 2 recettes que vous pouvez faire aisément chez vous. La première est celle du système immunitaire, aider à digérer et perdre du poids. Ah, C'est pas très, mal. très simple. Je vous ai parlé déjà de la tasse d'eau chaude le matin au réveil. Eh bien, vous allez tout simplement rajouter 2 cuillères à café de vinaigre de pomme bio non pasteurisé dans cette tasse d'eau chaude. Et puis, vous allez tout simplement recommencer le soir Génial. avant de se coucher. Et en plus, car il contient beaucoup de vitamines, dont les vitamines B2, B6, B12, vous allez avoir un sommeil beaucoup plus réparateur. Donc c'est génial. Donc cette tasse d'eau bouillie dont vous nous parlez à chaque fois, finalement, on peut mettre maintenant. Ça y est, on est prêt. Exactement. Du vinaigre de cidre. On est Génial. prêt. Et ça, on le va- retrouve dans tous les magasins bio. Oui. C'est facile. Et en plus, vrai. c'est bien parce que c'est pas très acide, c'est 5% d'acidité. Donc c'est très bien le vinaigre Donc en fait, de cidre. bizarrement, au goût, c'est acide, mais François a tout à fait raison. Il devient C'est pas naturopathe acide. maintenant. Et ben, de toute façon,
Je suis sans second, vous savez, hein, Non. moi je suis François. Non, mais j'en utilise du vinaigre. Non mais le aussi. oh arrêtez, ça fait genre en fait, Oui, c'est vrai. vous êtes d'accord ou pas? Oh arrêtez. Donc ok, donc 2 bouchons. 2 cuillères à café, par contre, de vinaigre de cidre bio non pasteurisé. C'est là où il faut faire la différence avec un vinaigre de cidre bio et bio non pasteurisé. Non Ok. pasteurisé, ça veut dire que vous n'avez pas détruit ses propriétés Et ça, je peux le faire toute l'année? vitaminiques. On peut le faire absolument toute l'année. Ensuite la deuxième recette. La deuxième recette, c'est pour votre peau. Pour Ah. rester jeune et belle. Vous n'en avez pas besoin parce que vous êtes déjà jeune et belle. Ah. Et vous le restez en plus, mais vous ne dites pas votre secret. Mais pour François et moi, eh bien, on va avoir grand besoin Surtout de François. cette lotion. Moi, Comme à force de croquer la pomme, effectivement, il va pouvoir en retirer la substance régénératrice pour son épiderme. Alors comment fait-on? C'est une recette faite maison que tout le monde peut faire, c'est très facile. On va mettre 125 ml de vinaigre de pomme dans une grande bouteille d'1 litre. On va mettre 125 ml d'eau minérale et 125 ml d'hydrolat de rose. Très facile à trouver. Oui, On a l'hydrolat dans c'est tous génial les de magasins rose. bio. Ouais. Vous secouez et vous allez pouvoir vous en servir comme tonique tous les matins et tous les soirs sur votre visage à l'aide d'un coton que vous allez appliquer C'est bizarre parce que sur... quand vous parlez, on n'a plus envie de faire de bruit. l'aide Et d'un là, coton. On est comme, vous l'ambiance savez, est à la D'un bibliothèque. coup, on arrive à l'Institut. C'est génial, j'adore vos chroniques parce que c'est pas cher. C'est accessible Facile. et ça fait du bien. Ça fait du bien Et c'est terminé. pour tous les peaux. Et c'est fini, Karine. Merci Stéphane. On a une petite tradition, vous la connaissez puisque vous regardez l'émission. Un téléspectateur, vous nous envoyez votre petite phrase qui fait du bien d'un auteur et on vous cite peut-être et on va vous tirer au hasard dans l'émission. Allez-y, vous commencez et on la lit à haute voix. Allez-y Stéphane, François. Merci. Allez, c'est parti. Ah, génial. Vous êtes tombé. Alors, je fais la petite parenthèse. En fait, c'est long. Hein. Il faut l'ouvrir. En Allez-y, fait, Karine, parce que non. Oui, d'accord, ok. Ah oui, parce que j'ai pas mes ouais, lunettes. ouais, mais c'est un peu long, mais allez-y. En fait, je vais vous dire, j'ai une téléspectatrice qui m'a envoyé exceptionnellement en fait un papier. Ah, Elle c'est m'a mignon. écrit pour la phrase qui fait du bien. Ça ne se fait plus aujourd'hui. Ça m'a tellement touchée que je me suis dit j'allais le mettre dans le pot. Et donc allez-y parce que c'est écrit. J'ai pas mes lunettes. Je prends la vôtre. J'échange avec. Allez-y. Voilà. Alors, c'est une phrase, une longue phrase de Jean-Pierre Boto, auteur. Et comment s'appelle la personne qui nous l'a envoyé? Vous êtes marqué en dessous, non? Écoutez, je vais commencer par lire la phrase. Elle va se Les reconnaître. mots ne nous appartiennent pas, il suffit cependant de les penser avec son âme, de les écrire avec son cœur, pour qu'une naissance se fasse avec bonheur. Ce n'est pas terminé. Ces quelques mots que je viens d'emprunter témoignent de cette vérité. C'est beau, hein? C'est mignon. Merci Jean-Pierre Boto. infiniment. Allez à vous, Elisabeth. Alors, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. De Goethe, envoyé par Ariane de Carcassonne. Magnifique, merci. Ta vie est entre tes mains. Quel que soit l'endroit où tu te trouves en ce moment, quel que soit ton passé, tu peux commencer à choisir consciemment tes pensées et tu peux changer ta vie. De Paul Harrington, envoyé par Isabelle Durone. Vous avez une demi-heure pour faire un papier là-dessus. Tout s'arrange sous l'influence d'une pensée heureuse et optimiste de Georges Sand, envoyé par Sylvie de Pézenas. Merci à tous, merci à vous, Elisabeth Horowitz, on vous a adoré. L'action qui libère de chez Guy Trédaniel, je suis sûre que ça va être un best-seller. Stéphane Jolin, François, mon équipe d'amour, je vous aime aussi. Et surtout, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et on vous aime. Et faites-vous Hein du bien. Et faites-vous du bien, c'est ça que je voulais Bien dire, sûr. surtout. Et Beaucoup croquez la de pomme. bien. Et croquer la pomme. C'est chouette, j'ai adoré. Merci. C'est passé vite, Merci hein? Isabelle. c'est Merci à toute grand. l'équipe. Ah oui, oui, Merci oui, à tous. de Bravo. prendre.